Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Arnaud Dip parce que... Oula. Bah dis donc, mais tu m'as bien changé mon Dip. Eh, Ça va Benoît? Ah ouais, Cédric Pioline, quand même, ok. C'est pour ça que j'adore le mois de février, moi. Je sais pas pourquoi, il se passe toujours des choses en février. Alors, on aurait pu parler de la victoire de Laszlo Djere, tu vois, à Rio, parce que c'est quand même une victoire complètement dingue, que vous avez pu voir, bien sûr, sur les antennes d'Eurosport. Djere, on le rappelle, qui avait perdu sa mère il y a 7 ans d'un cancer, qui a perdu son papa il y a 2 mois, encore une fois d'un cancer, qui était dans un état pas possible et qui réussit à gagner son premier tournoi de l'année. Enfin, un truc de malade. On aurait pu parler de Richard Gasquet. Richard, Reviens. il revient pas, Richard. On croyait qu'il allait pouvoir revenir à tout Indian Wells, Miami. Non. Si on croise les doigts, logiquement, on pourra le revoir pour la terre battue. On va voir, on espère. On espère en tout cas. En tout cas, porte-toi bien, hein, Richie, après ton opération. Reviens vite. On aurait pu parler de Kiki. Aussi. Kiki Mladenovic, qui bat quand même la numéro 1 mondiale. Oui, hein, c'est pas mal ça. Et puis, je voulais en parler aussi de Chanis Roignaud, qui a gagné le petit tournoi doré là, international des moins de 12 ans. Et ça, c'est une très très belle victoire. Sachez que Félix Auger-Aliassime l'avait remporté lui. C'est prometteur. Ouais. Donc, c'est des petites étapes importantes. Enfin voilà. Donc, on aurait pu vous parler de tout ça. Eh ben non, on va pas vous parler de tout ça. Alors, vous savez comment ça marche, hein, bien évidemment. Vous voulez nous rejoindre, vous voulez voir tout ça en live, vous voulez partager, bien évidemment, pour qu'il y ait un maximum de monde. Vous allez sur le site internet d'Eurosport ou sur la page Facebook Eurosport Home of Tennis. Et là, bien évidemment, et en plus, vous pouvez voir plein de petites pastilles après, parce que c'est découpé. Non, je t'explique, parce que toi, tu connais pas. Oui, non, mais tu connais pas, c'est la première fois. Je suis tout oui, Benoît. Et donc, on va vous parler de... Bon, on va vous montrer un petit peu de quoi on va vous parler aujourd'hui. Alors, bien évidemment qu'on va vous parler de Cédric. Ah oui, c'est obligatoire. Alors, viens voir par là, toi. Viens ici, parce que voilà. toi, t'as pas l'habitude, toi. Voilà. Je suis... Alors là, bon, bien évidemment, on va faire une petite présentation de toi quand même, histoire de te présenter. Il faut leur rappeler qui je suis. Ben oui, parce que ça commence à dater tout ça. Hein. D'accord. Et puis après, bien évidemment, Hugo Humbert et Félix Auger-Aliassime, futur top 10 ou pas. Et là, attention, là, on va voir un expert qui va nous dire des petites choses. Et puis Federer et Nadal, le retour. Le retour des deux stars, quand même. Pas de Djoko. Djoko. Il est déjà revenu. Allez, c'est bon, allez, il est déjà revenu, Djoko. Oui. Depuis Wimbledon l'année dernière. Lui, c'est sûr qu'il est revenu. Mais là, c'est vrai qu'on ne l'a pas vu du tout en février. Enfin, vu ce qu'il avait fait, je pense qu'il avait besoin de se poser un peu. Vous inquiétez pas, on va le retrouver à Indian Wells. Bon, on y va? Allez, c'est parti. Prêt? Je suis prêt. Allez, on y va. Alors, déjà, on va parler de notre ami Cédric Pioline. Bon, hein, je dis bien notre ami. Parce que peut-être que vous ne le connaissez pas, vous ne l'avez pas suivi tout au long de sa carrière, une carrière de dingue, de maboule. Alors, comme ça, en gros, je mets alors, vas-y, viens là. Bon, viens. Meilleur classement. 5e, pas mal. Pas mal. Bah, quand même, quand tu te dis qu'il n'y en a que 4 devant toi, c'est... Que tu as fait, ça c'était en 2000. On est en début mai, fin avril, un truc comme ça. Oui, pas à cette période, après Monte Carlo. Ben oui, puisque 5 titres en simple, dont un Masters 1000, le fameux Monte Carlo 2000, contre Dominique Arbati en finale. On se souvient de celle-là, elle était pas mal. Avec 2 tie-breaks dans le 2e et dans le 3e set. T'as eu un peu les chocottes? Non, mais il commençait à pleuvoir. Je voulais vraiment finir parce que je pense que ça aurait été interrompu parce qu'il y a eu une grosse sauce derrière. Ah oui, et heureusement il avait réussi à finir. Mais bon, il y a le titre, Monte Carlo. Sans oublier que tu avais fait des petites finales avant aussi à Monte Carlo. 2 ou 3, bah oui, quand même. Hein. Dont une contre les deux contre Bruguera d'ailleurs. Non, Bruguera. C'était la première Bruguera. Et Carlos Moya. Ah oui, Carlos. Des peintres quoi sur terre battue, vous voyez le genre. 2 finales Grand Chelem. Aussi, ouais, 93. L'US Open. L'US Open et 97. Ah, tu te souviens encore quand même des dates. Hein. Celle-là, oui. Il y en a d'autres ou non, mais là, oui. Et 2 Coupes Davis. Ouais, pas mal. Allez, c'est bon. Allez. Non, pas on a résumé quand même. Ouais, mais tu peux pas être trop près de moi non plus, parce que là, si vous voulez, il y a un monument, il y a quelque chose. Ça mériterait d'avoir une statue sur la place des Mousquetaires. C'est quand même dingue. C'est gentil, c'est gentil. C'est une carrière de dingue. Alors justement. Là, ça ressemble un peu à de la pommade, quand même. Ouais. Ah, attention, j'ai l'impression que The Voice est déjà en train de lever la main. Qu'est-ce qu'il y a, The Voice? Bonjour, messieurs. Bonjour. Vous êtes salués par la planète tennis entière, hein, évidemment. Ah oui. Et surtout, Cédric Pioline, ça rappelle plein de souvenirs.
des idoles de jeunesse, même pour certains. Et puis un petit commentaire de Maxime qui dit quel déveine quand même de tomber 2 fois en finale de Grand Chelem face à Pete Sampras. Qu'est-ce que tu en retiens, toi, de ça? Des veines ou pas des veines? Parce que tu joues aussi le meilleur. Oui, alors c'est d'un côté, quand on arrive en finale, on se dit qu'on va pas jouer un peintre déjà, ça c'est la première chose. Moi le Pete Sampras, c'était celui qui dominait lorsque je jouais et qui en plus avait un ratio de victoire assez incroyable et quelque part il était un peu plus fort que moi, donc oui. C'était ton Federer quoi. C'était mon Federer, donc un petit peu de... Peut-être que si ça avait été quelqu'un d'autre, j'aurais eu, disons, plus de chance. Je dis pas que j'aurais gagné, mais plus de chance. Et c'est vrai que Sampras, en plus, c'était un joueur qui était compliqué pour moi. J'arrivais pas à le battre, quoi, tout simplement. Donc voilà. Donc du coup, je ne pars pas en vacances avec Pete Sampras. Je l'aime pas beaucoup. Tu le revois un peu de temps en temps ou pas? Parce qu'il est un peu disparu. Ça lui, fait longtemps que je l'ai pas croisé. On s'était vu il y a quelques années à l'occasion d'un tournoi, tu sais, de Senior Tour, là, d'anciens. Ouais. Mais bon, il était toujours pareil. Pas très rigolo. Ouais. Ah, c'est pas un grand communicant, Pete Sampras. Non, on peut pas dire ça. Pas avalé un clown. D'ailleurs, au niveau des grands communicants dans le tennis, je m'en souviens d'un d'ailleurs. On va vous remontrer ça parce que tu l'avais tapé à Roland-Garros. Marcelo Rios, vous allez voir les images parce que c'était quand même énorme. J'ai peur. Ah bah pourquoi t'as peur? Mais parce que je te connais. Pas du tout. Alors, écoutez ça. Et de Marcelo. Je crois que tout simplement, je l'ai fait voler en éclats et j'ai explosé son jeu, donc je crois qu'il n'y a pas plus de commentaires à faire. C'était un grand moment. C'est un grand moment de télévision, non? Ça m'avait surpris que tu te lâches comme ça à la fin de ce match. T'avais un petit problème avec Marcelo? Je vais t'expliquer un truc, c'est que, il y avait l'adrénaline du match. Je sais plus quel tour c'était un 8e, je crois, ou un truc comme ça. 8e de finale, exactement. Donc un match quand même qui commence à être important. Enfin, tous les matchs sont importants, mais plus on avance dans le tableau, plus c'est important. Et Marcelo n'était pas le garçon qui était le plus apprécié dans le vestiaire, même par tout ce qui était hispanique. Et donc j'étais très content et puis je sais pas, c'est sorti comme ça et puis c'est vrai que j'avais fait un gros match où je l'avais dominé alors que 6-4, 6-1, 6-2, excuse-moi. Intrinsèquement il était plus fort que moi. Il était 10e mondial à l'époque. Voilà, et moi il avait fait demi à Monte Carlo et Hambourg, donc on l'annonçait comme un futur. Non mais c'était un gros match et c'est vrai que je me suis lâché. C'était peut-être moi qui étais toujours un peu parfois le pied sur le frein avec la presse. Ouais. Cette fois, non, ça a été natural. Ouais. Mais tu étais content de le battre? J'étais super content de le battre, en tout cas. Enfin, c'était une belle performance que de battre Marcelo Rios, 10e mondial, tête de série 10 probablement, ou mieux, à Roland-Garros sur le central. Ouais. Et t'arrivais en quart, en rappelant qu'avant Rios, tu avais battu Alberto Berazategui, finaliste à Roland 2 ans d'avant, 93, 94, 93. 14, pardon. 94. Donc, en lui mettant un 6-0, je crois, dans le 4e set, un truc comme ça. T'en sais plus que moi. Je crois que tu l'avais banané. et après, justement, tu ne vas pas plus loin après cette victoire contre Rios. C'était Stitch, non? Contre Stitch déçu. Qui va en finale. Ouais, déçu. En plus, c'est difficile de parler comme ça parce que Stitch, c'est pas forcément un spécialiste. Un spécialiste, c'est pas forcément un mauvais tour, mais c'est un super joueur, quoi. Donc sur terre, il était un petit peu moins à l'aise. Et puis il jouait très très bien cette quinzaine-là et il a été en finale d'ailleurs contre Kafelnikov, c'est ça? Tout à fait. Et donc j'étais un petit peu déçu quand on arrive là. On a envie, on est pas loin quoi de vraiment faire un gros truc quoi. T'exagères. Tu fais demi à Roland-Garros en 98. On rappelle aussi. Mon meilleur résultat. Bah oui. Mon meilleur résultat. C'est pas mal aussi. C'est super, c'est super. Et malheureusement, il y avait cette année-là, il y avait 3 Espagnols puisque je perds contre Correja et en face c'était Mantilla. Et Moya, qui m'avait d'ailleurs battu en finale à Monte-Carlo la même année. Non, mais c'était le seul non-espagnol dans le dernier carré à Roland-Garros. Donc autant vous dire qu'on était un peu chaud. Un peu chaud. Bon, n'était pas passé. Et puis il y avait un autre grand moment. On voulait à tout prix vous faire revivre. Ouais. C'était ce match-là à l'US Open contre Guga. Extraordinaire. À ce moment-là. Dingue. Et là d'ailleurs, quand Guga, parce que tu réussis un passing venu d'une autre planète, et là il y a Guga qui vient vers toi.
pour te serrer la main, et ce qui ne se fait pas habituellement. Non, alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on voit d'abord là, on voit ma surprise à l'image. Mais pourquoi tu crois qu'il abandonne on voit que je me tourne vers l'arbitre. Et on a vu au tout début de l'image que je tirais la langue. Il faisait une humidité énorme ce jour-là, très chaud, comme il peut faire à New York. Et en fait, l'échange a été très long. On a vu juste la fin. Donc j'avais le cœur vraiment qui était au bord des lèvres. Et donc je fais ce passing incroyable en bout de course, fin d'échange. Donc j'implose, quoi. Ça passe ou ça casse. Et là, je le vois. Et qu'est-ce que tu fais là, quoi? Non, mais en tennis, ça n'existe pas. Non. Normalement, d'abord, le règlement interdit de traverser le filet. Oui, de passer de l'autre côté. De passer de l'autre côté. Et je me dis, il abandonne, quoi. Ah, oui. Vraiment, je me dis ça. Et je regarde l'arbitre qui lui-même me regarde avec le même air étonné où on se fait un peu comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, après coup, je comprends. Et surtout qu'il vient et il me dit, je sais pas, un truc du genre well done, unbelievable shot ou un truc comme ça, et il repart. Et ensuite, en conférence de presse, il dit, mais c'est pour ce genre de moment que je joue au tennis. Et c'est vrai que c'était un moment qui est magique. Et d'ailleurs, 20 ans après, on le remontre parce que c'était unique. Et c'est vrai qu'en plus, venant de Guga, qui est quand même un super mec, un super champion, c'est un très beau moment. Guga qui était 6e à ce moment-là, 6e mondial. Possible, ouais. Ah ouais, mais j'ai cherché en quart, ça, non? Ouais. Et toi, tu étais 26e. On rappelle d'ailleurs que ce match qui avait été complètement fou, hein, avec 3 tie-breaks pour finir, dont celui du 3e set, la 16-14. Mais fou ce match. Alors là, je me permets juste de te corriger, Benoît, j'étais 17e. Ah, t'étais 17e? Je m'en souviens très bien parce que premier tour, je joue contre Rafter, double tenant du titre. Je suis mené 2-7-0 et en fait à cette époque, il y avait encore 16 têtes de série. Ouais. Et moi j'étais 17e. D'accord. Donc premier non tête de série. Et tu te chopes Rafter. Et je prends le tirage au sort, je prends tête de série 3 ou 4, tenant du titre, et je dis c'est quand même vraiment pas de chance, pas possible. Et puis finalement je le sors en étant mené 2-7-0, je fais un super parcours et je vais jusqu'en demi où je perds contre Todd Martin. Ouais, et tu avais battu Tomias aussi en 8e. Dans le vent. Dans le vent et j'avais fait un super match parce que j'avais réussi à utiliser le vent et tout ça. D'ailleurs il avait dit, Cédric m'a quelque part c'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est donner une leçon de tennis dans le vent parce que c'était incroyable. J'avais vraiment utilisé le vent magnifiquement bien ce jour-là alors que je n'avais pas spécialement joué dans le vent. Cédric Pioline. Ben oui, mais quand même, à un moment, il faut le dire, hein. C'est quand même dingue. Allez, on y va, on attaque un petit peu. Bon, là, on t'a présenté à peu près. Ouais, c'est super, c'est super. Allez, minimum, l'actualité, on y va. D'ailleurs, t'as commenté la semaine dernière? J'ai fait Rotterdam. Ah, t'as fait Rotterdam, toi. Bon. Gaël, quand même. C'est bien, c'est bien. Bah, on en a parlé, hein. T'inquiète pas qu'on en a parlé. J'en suis sûr. Allez, on attaque. Premier thème de ce Deep Impact avec Hugo Humbert et Félix Auger-Aliassime, futur top 10. Tu as vu que j'ai mis point d'interrogation. Tu fais bien. Parce que je ne voulais pas non plus vendre le truc. D'ailleurs, tout de suite, hein, pour que vous réagissiez, vous, The Voice va regarder un petit peu comment vous voyez ça. Est-ce que vous les voyez dans le top 10 dès 2020, c'est-à-dire dès le début de la saison prochaine, ou alors, bon, on s'enflamme très vite, ce sera peut-être dans 5-6 ans, ou alors, never, on les verra jamais dans le top 10. Commençons par en global, tu vois, ces deux-là, est-ce que, vu leur jeu, leur façon de jouer, leur progression, qui est quand même assez rapide, est-ce que on peut se dire en les voyant, voilà, ça c'est des mecs qui ont un potentiel top 10? Top 10, c'est toujours compliqué. C'est toujours compliqué de vraiment avoir la certitude et de dire tel joueur va être top 10. C'est vraiment, vraiment compliqué. Il faut quand même rappeler un petit détail, c'est qu'ils ont 2 ans d'écart. Il y en a un qui a 18. Félix a 18, Hugo a 20. 21 en juin. Voilà, Hugo est dans l'année de ses 21. Donc, ce qui est certain, c'est que pour Félix, je dirais plus, pour démarrer par le plus jeune, c'est que historiquement, je suis sûr qu'il y a l'exception, mais historiquement, tous les joueurs qui, à 18 ans, ont eu ce genre de résultats, on les a retrouvés à un moment dans les 10 premiers. Voilà. Donc lui, vraiment, je pense que être à 18 ans, il a fait un gros bond au classement, il est 60e plus ou moins,
Et faire une finale dans un 500 comme il a fait, en plus il a vraiment battu des bons joueurs. Il faut rappeler que Rio, à cette période de l'année, en février, c'est les spécialistes qui vont là-bas, quoi. C'est les tueurs. C'est Ce sont les ceux qui tueurs. veulent faire des points sur terre battue, qui savent qu'ils n'en font pas trop ailleurs. Donc il y a vraiment les morts de faim du circuit, quoi. Donc regarde, on va continuer à en parler. Ouais. On va vous montrer justement un petit peu tout ce qu'a fait Félix tout au long de cette semaine brésilienne à Rio, avec déjà cette victoire contre Garin, qui n'était pas évident, puisqu'on annonce Garin comme un grand spécialiste de terre battue, pas Félix à la base, hein, Ouais. mais on a vu qu'il se déplaçait très bien, malgré encore une position assez reculée par rapport à sa ligne de fond de cours. Et contre Fonini, qui reste la grosse victoire de Aliassime là, sur ce début de tournoi, c'était au premier tour, il a été incroyable. Ouais, alors je pense que ce qui est intéressant, et d'ailleurs il y a un petit parallèle aussi avec Hugo, c'est-à-dire que les deux, lui à Rio et Hugo à Marseille, ils ont sorti la tête de série numéro 2. Félix, il a sorti Fonini tête de série numéro 2 au premier tour. D'entrée. Et ça c'est d'abord de faire un exploit comme il l'a fait pour son niveau, pourquoi pas, mais c'est surtout que derrière, il a confirmé et il a tenu le rang de la tête de série numéro 2 jusqu'à la finale où, bon, là, effectivement, il a bloqué. Donc, c'est vraiment intéressant parce que ça veut dire qu'il a su digérer, il a su gérer, il avait les ressources physiques pour avancer. On voit que c'est un garçon qui, je ne suis même pas sûr qu'il ait fini sa croissance, mais on voit qu'il est assez fin. Il y a probablement encore beaucoup de travail et c'est normal à effectuer en termes de physique pour qu'il prenne un petit peu de densité, maîtriser son jeu. Mais oui, il est déjà 60e. 60, ouais, c'est ça. Ouais, 18 ans. On rappelle hein, qu'il fait déjà 1m90 pour à peu près 85 kg. C'est déjà. Je pense pas qu'il fasse 85 kilos quand on le regarde comme ça. Ah bah, non, mais les trop fin, les mesures qu'ils ont dans les. Enfin, qui sont annoncées à l'ATP, tout ça, c'est souvent, faux. 1,90, ça c'est vrai. Mais quand on le voit, on voit qu'il est tout fin. Ah, il est fin. Il est tout fin. Il Donc a du mollet de coq, ou alors il a l'os très lourd. Non, mais ça n'a pas l'air en tout cas. C'est possible. Ça n'a pas l'air. On rappelle son parcours. Donc Fonini, premier tour, 16e mondial, Fonini, sur terre. Et puis un vieux briscard. Un vieux briscard. Et en plus, qui a essayé un petit peu tout sur la fin. Voire vieux roublard. Ouais. Et Auger Aliassime, très concentré, qui est resté dans son match, qui ne s'est pas occupé de l'autre. Derrière, Garin. Ensuite, Mounard, vous l'avez vu là sur le dernier point qu'on vous a montré, qui est quand même annoncé comme le gros client espagnol qui va arriver sur Terre. Lui aussi, très jeune, 21 ans, une énorme bête physique. Mais bon, moi qui me déçoit un peu encore pour l'instant au niveau de son jeu. Je trouve que c'est un petit peu... C'est un peu grossier, quoi. Ça manque encore de finesse comme peut l'avoir Auger Aliassime. Et puis Cuevas, qui revient bien, celui-là aussi, il faut le chauffer. Un bon client. Et bon, après, il perd contre Djéré. Mais on rappelle que ce garçon, Auger Aliassime, a été numéro 2 mondial chez les juniors, qui a remporté un nombre de matchs complètement incroyable, justement, au long de sa carrière junior. D'ailleurs, on va vous montrer... il n'était pas junior. Oui, même pas, puisque quand il arrive en finale de Roland Garros chez les juniors, regardez, souvenez-vous de ce match complètement fou, où il était en finale contre un Français, Geoffrey Blancano, le voici, qui a dû, le Français, hein, écarter 3 balles de match pour réussir à s'imposer 8-6 au 3e set, contre un Félix qui a été rattrapé par ses émotions hein, sur ce match-là. Mais comment tu peux expliquer, Cédric, qu'on ait un Geoffrey Blancano qui, lui, depuis, n'y arrive pas, hein, qui est aux alentours de la 500e place mondiale, et on a un Félix qui, tout d'un coup, paf, là, sort pas du chapeau, mais en 2 ans, 2 ans et demi, le gars est top 100, quoi. Alors, Blancano, je sais pas comment il travaille, je me permettrai pas de porter un jugement. Ce que je peux dire, par contre, c'est que vraiment, en 2-3 ans, surtout à cet âge-là, lorsqu'on travaille bien, lorsqu'on fait les bonnes choses physiquement, dans le tennis, et puis évidemment qu'on va faire les tournois pour gagner les matchs, et donc prendre de l'expérience, retourner travailler, faire des tournois, retourner travailler, on peut faire un travail incroyable en 3 ans. Et c'est vrai que, après, je ne sais pas pour Blancano, mais lui, visiblement, c'est ce qu'il fait. En rappelant qu'il y a quand même aussi, au Canada, beaucoup de joueurs qui sont en train de sortir depuis maintenant 6-7 ans, depuis Raonic. Garçon et fille. Hein. Ouais, garçon et fille. Donc... Et tout ça, j'ai presque envie de dire Cocorico, puisque c'est quand même Luigi Borfiga, qui est directeur du Centre national d'entraînement là-bas, et qui a d'ailleurs s'est occupé vraiment de Chapovalov, de Auger Aliassime,
Raonic aussi un moment, même s'il a une structure un petit peu maintenant extérieure. Mais voilà, c'est quand même l'école française. Guillaume Marx qui s'occupe de Auger Aliassime. Et on se rend compte que voilà, il arrive très vite. Alors, je te pose tout de suite la question. Rio, on rappelle que quand même sur les 8 premières têtes de série, 7 sortent d'entrée dès le premier tour. Ouais, surprenant. Le dernier, Souza, perd au deuxième tour. Bon, ok, il n'y a plus les meilleurs, mais toujours est-il qu'il a réussi à se faufiler jusqu'en finale. Ouais, non mais attends, dis-moi, Rio c'est un ATP 500, Oui. C'est un 500, donc c'est vraiment un gros tournoi. Et voilà, il y a pas de, enfin, il vole pas ses matchs quoi. Ses résultats, il a gagné ses matchs contre des bons joueurs. Peut-être à part Fonini, peut-être des joueurs qui sont pas encore hyper connus, je dirais, du grand public, mais des sacrés clients, surtout sur terre battue, surtout à Rio où les conditions sont dures. Oui. C'est-à-dire qu'il fait chaud et surtout il fait humide. Ouais, et puis il a plus souvent en plus. Et donc là, quand on est confronté sur une semaine, 5 matchs dans ces conditions-là, je peux te dire qu'il vaut mieux que physiquement, tu sois bien, que tu sois prêt pour encaisser l'effort, parce que c'est, je dirais, quasiment 20% d'effort physique en plus par rapport à des conditions qu'on peut connaître, nous, en Europe, qui sont beaucoup plus sèches, notamment. Alors, juste un petit bémol sur Félix. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu sa carrière, mais il a eu des problèmes de palpitations cardiaques. On ne va pas aller jusqu'à la tachycardie, mais on sait que, voilà, depuis tout le temps, quasiment. Alors, en général, c'est quand tu arrives à un événement un petit peu... c'est émotionnel. Ouais, parce que c'est impossible à détecter en dehors du moment où ça se produit. Donc c'est pour ça qu'il y a un joueur qui a arrêté sa carrière à cause de ça. Mardy Fish. Ouais. Oui, aussi. Ouais. Et lui, c'était vraiment que de l'émotion. Il n'arrivait pas à sortir de ça. Et là, on ne sait pas pour l'instant avec Félix Auger Aliassime. Souvenez-vous contre Shapovalov à l'US Open l'an dernier, où il abandonne au 3e tour contre Shapovalov parce qu'il a senti un moment que ça allait pas. Ça redescend plus. Ouais, ça redescendait pas. Donc il a préféré arrêter. Il y a un vrai danger en plus. Il est soi-disant allé faire des examens, mais on n'a aucune nouvelle de ça. Ça peut être compliqué, ça, à gérer. Disons que, encore une fois, est-ce que c'est une malformation physique? Apparemment ou non. Est-ce que c'est la gestion, je dirais, émotionnelle? Et à un moment, c'est tellement puissant intérieurement que ça se traduit par cette montée du cœur, et en fait, le cœur, il n'arrive plus à redescendre, il s'emballe. Et c'est vrai que dans un sport déjà cardiaque comme le tennis, c'est compliqué. Évidemment, il ne faut pas mettre en péril la santé de l'athlète. Mais si c'est juste je dirais un souci de gestion émotionnelle, c'est probablement quelque chose sur lequel il peut travailler, probablement le régler, mais il faut qu'il trouve, je dirais, la bonne personne, le bon chemin avec la bonne solution. Mais il devrait y arriver. Est-ce que on le voit gagner Roland Garros chez les juniors en 2016. Là, il gagne Rio. On parle de terre battue, bien évidemment. Est-ce que c'est un garçon qui maintenant, comme tu l'as dit, est 60e mondial? Est-ce que c'est un garçon qu'il va falloir surveiller de très très près à Roland Garros, tout en sachant qu'il peut y avoir ces problèmes de... Oui, bien sûr, il faut le surveiller, bien sûr. Mais après, je crois que c'est... Excuse-moi, j'ai dit une bêtise. Il fait finale à Rio, il gagne. C'est The Voice qui vient de me le dire. Oui. Parce que toi, tu me corriges pas du tout. Donne la main. Aïe. Voilà. Et donc ouais, non, c'est sûr qu'il faudra le surveiller. Maintenant, attention, c'est un bon résultat, c'est la semaine où tout s'enchaîne bien. Déjà, je dirais qu'entre maintenant et Roland Garros, il faut le surveiller. S'il continue à gagner des matchs, peut-être pas à aller en finale comme il a fait sur un 500, mais la répétition du bon niveau, quoi. La répétition du bon niveau. Et puis là, on pourra se dire vraiment à Roland Garros, on le surveille. Pour répondre à la première question, top 10, pas top 10, on voit un garçon qui est légèrement plus âgé que lui, qui est Shapovalov, et on voit que il a du mal. Il a du mal, c'est fantastique, à 20 ans, non, 19 ans. 19 ans, il est 25e mondial, donc c'est fantastique. Très bien. Mais l'année passée, donc 2018, c'est pas l'année où il a fait une confirmation, quoi. Il n'a pas décollé. Pour moi, Shapovalov, ça devrait être 2019, l'année où il va crever le plafond et il se rapproche des 10 premiers. Et pourtant, et depuis le début de l'année, Shapovalov a vraiment c'est des montagnes russes, voilà, des hauts et des bas encore. Ouais. Et donc, pour Félix, je pense que c'est difficile de gérer quand on a 18 ans, 19 ans, et que d'un coup, il y a une attention aussi forte qui se met sur un athlète aussi jeune
et qu'il va falloir gérer les médias, l'attente des résultats, et on ne sait pas même faire. pour lui-même. Oui, on ne sait pas faire. Donc les sponsors, les contrats, enfin je dirais tout l'écosystème qu'il y a autour du jeu, quoi. On rappelle, O.J. Aliassime, il y a un an, était 166e. Qui était déjà bien. Et il y a 2 ans, il était 511e. Ça va vite. Ça me permet de rebondir sur Hugo Humbert. Souvenez-vous de ces chiffres. Hugo Humbert, il y a 2 ans, était 1150e. Il y a un an, il était 366e. Quand même assez loin. Et bien là, cette semaine, il est 63e. Ouais. Donc pareil, Hugo, top 10, pas top 10. Ou alors, je t'amène sur top 20. Est-ce que tu vois que est-ce que pour toi, c'est un gaucher, un garçon, un jeune qui a le potentiel top 20? Oui, bien sûr. S'il continue à bien bosser, il a l'air d'avoir une tête bien faite, carré, ça se passe super bien avec son entraîneur. Cédric Reynaud. Donc on voit qu'il arrive à passer les étapes, et souvent certains seuils qui sont un petit peu compliqués justement pour 150, rentrer dans les 100, faire la transition de challenger au grand circuit, c'est-à-dire les ATP 250, puis les ATP 500. Depuis le début de l'année, il a encore joué des challengers, Ouais. il a gagné. Il a gagné. Donc, la semaine avant, il voilà. avait gagné à Cherbourg. Donc c'est bien aussi parce que il est toujours en formation, ce joueur. Enfin, un joueur, pour moi, il est tout le temps en formation, quoi, vraiment tout au long de sa carrière. Mais il fait des matchs, il gagne des matchs, il s'habitue il habitue son corps aux efforts, à gagner. Et c'est sûr que maintenant, il va falloir petit à petit qu'il adapte sa programmation et qu'il essaie d'éliminer les challengers. Mais c'est un peu compliqué parce que d'un coup, il va faire moins de matchs aussi. Surtout que là, en étant 63e, il peut encore, mais c'est quoi? Sa carrière va changer. Non, Oui. mais enfin voilà, tous les tableaux s'ouvrent pour lui, quoi. Il n'a plus besoin de wildcard et compagnie. Il lui manque, pour vraiment faire le circuit à l'année, il lui manque une petite quinzaine de places. Une fois que tu rentres 45, 50, ouais. tu fais surtout les 1000 pour les 1000 en fait. Ouais, The Voice. Alors les gens sont assez dubitatifs de les voir arriver dans le top 10 si vite. On avait posé la question, je remonte, voilà, si c'était dès 2020, dans 5 ans ou jamais de la vie, la majorité pense qu'il faut leur laisser le temps. Ils vont y arriver, mais un petit peu plus tard. Une question, en tout cas une réflexion de Fabien qui nous disait qu'en tant que gaucher, il lui rappelait un peu Guy Forget, notamment au service. Qu'est-ce que tu en penses, Cédric? Ouais, je sais pas. Cher Fabien, comment te dire? Non, je sais pas. C'est vrai que c'est sur service de gaucher. il est gaucher. Alors après, Guy Forget avait une caractéristique assez étonnante. Quand il montait là, avec sa jambe. Et puis en fait, on a l'impression qu'il donnait un coup de kick comme pour démarrer une moto. Et ce qui d'ailleurs lui a causé des soucis au genou, puisqu'il a été opéré en fin de carrière. Ça tirait beaucoup sur le cartilage. Bon, enfin, ça c'est un détail en passant, mais en tout cas, gaucher, c'est vrai que c'est un avantage. Il y a beaucoup plus de droitiers que de gauchers. Souvent, on a tendance à dire que le côté revers, c'est le côté normalement un peu plus faible dans le jeu. Donc le coup droit du gaucher, naturellement, comme Nadal, va sur le revers du droitier. Donc ça procure un avantage. Et souvent, ils arrivent à créer plus d'angles que les droitiers. Donc oui, en tout cas, il a des super qualités pour. C'est quoi son évolution à lui dans l'absolu? Parce que moi, je le trouve un petit peu vraiment maigrelet. Il me fait penser un peu à Zverev au tout début, tu vois. Est-ce qu'il a besoin de prendre du muscle pour... Parce que comme tu dis, il faut répéter ce genre d'exploits. Ce sont des exploits quasiment toute l'année. Est-ce que tu as besoin d'être un peu plus costaud? Oui, alors moi je préfère comment dire, un morphotype comme lui, c'est-à-dire un peu fin, où il va pouvoir construire autour de ça, plutôt qu'un morphotype lourd, où là, fondre et s'affiner, c'est quasiment impossible parce que c'est structurel, c'est l'ADN, quelque part. Donc là, quelque part, il va pouvoir... Comme Tsonga, d'ailleurs. Ouais, comme Zverev, tu disais, il va pouvoir mettre un peu de viande autour de tout ça, de le faire, j'espère, intelligemment, justement, pour pas devenir lourd. Justement, il faut qu'il garde ses qualités naturelles, parce qu'après, il faut trimballer. Quand tu as 2, 3, 4 kilos de muscles en plus, entre une année, voire 1 an ou 2 ans plus tard, ça peut péter. Non, mais c'est surtout qu'il faut trimballer cette masse.
Donc, quelque part, cardiaquement, c'est plus difficile. Tu es peut-être un peu moins léger. Tu gagnes de la force, mais tu peux être moins explosif, donc un peu moins rapide. Et il faut garder le bon équilibre. Donc lui, s'il travaille bien, il devrait y arriver. Dis donc, tu me fais penser à un truc là. Vas-y. Est-ce que ce serait pas le problème justement de Zverev dans les tournois du Grand Chelem, puisqu'on sait qu'il a pris 6 à 7 kilos de muscles en l'espace de 3 saisons? Est-ce qu'il a peut-être besoin aussi d'adapter son corps à cet effort beaucoup plus long qu'habituellement sur le circuit? Ouais. Alors lui, je crois que. Ouais, après, il y a peut-être un petit blocage là, je mais- pense que c'est pas un problème Non, pas physique. Je pense que c'est juste la gestion Laisse tomber. des événements. Non, je pensais à un truc 5-7, comme ça. enfin, ouais. Ça mouline là-dedans. The Voice. Une petite réflexion, c'est le problème musculaire, c'est pas à toi aussi que ça a été arrivé Problème musculaire de quel type? justement de perdre de la masse musculaire parce que tu n'arrivais pas à... En gros, tu avais pris trop de muscles, j'ai souvenir de ça. Ouais, Et j'ai que j'ai t'avais fait été un, obligé- j'ai fait à Rio d'ailleurs quand j'ai été m'entraîner un hiver là-bas puisque Carlos Kiermaier était mon coach et c'était un Brésilien, donc j'avais été chez lui. Et j'avais fait beaucoup de musculation, trop de musculation, et donc sans adapter le cœur en fait. Donc en fait j'ai fait de la gonflette comme on dit communément. Et quand je suis arrivé en Australie, dans les vestiaires, alors j'étais comme ça, tout le monde me regardait, il a bien bossé, Pioline. Hein. Sauf qu'au bout de 2 semaines de compétition, avec la chaleur et avec l'effort, Ah ouais? T'avais minci comme un dingue? j'ai fondu. J'ai fondu. Donc la musculation, c'est quelque chose qui est qui peut être utile, mais c'est délicat aussi. Et la façon dont je l'avais fait, enfin avec mon entraîneur physique, on s'était planté. Et ça avait été en fait quasiment un travail hivernal de 3-4 semaines pour rien, quoi. Donc c'est un peu énervant. Non, parce que sinon aussi, Cédric, en 2000, vous voyez, quand il est 5e mondial, il se pète aussi les doigts en jouant au volley l'été. Mais ça, c'était un autre problème physique. Ça, c'était malin, ça. Bravo. Ah bah oui. Hein, la jeunesse. Vas-y. La jeunesse. Vas-y. Tiens, c'est pas beau ce que tu avais fait. Allez, on continue. Donc, futur top 10, moi je veux que tu me dises. Est-ce que. Je te parle pas d'une date. Je sais que c'est très compliqué, mais voilà, imaginons, est-ce que Hugo Humbert comme Félix, tu les vois top 10? Déjà, j'espère pour eux, première chose. Et oui, quand ils sont dans des temps de passage où souvent les joueurs qui, à cet âge-là, ont eu ce genre de résultats et ce genre de classement, on les a retrouvés à un moment dans les 10 premiers. Après, je pense pas que ça sera immédiat, quoi. Voilà. Non, mais non, c'est quasiment Immédiat, impossible, mais vu la densité du truc. la densité, mais bon, ouais, non, voilà, en tout cas, ils ont c'est mis chaud. pied là où il fallait pour... Ouais, ils sont- on verra ça. On continue. Vous avez vu un peu les effets spéciaux. Ouais. Non, la dinguerie. Eurosport. Eurosport. La dinguerie du truc. Donc là, nous sommes à... C'est à Acapulco, ça? Bah oui. Moi, je reconnais la plage derrière. Parce que, non, mais c'est un truc de dingue. Vous vous rendez pas compte, le site d'Acapulco pour jouer au tennis. Mais c'est un pur bonheur. C'est un pur bonheur. C'est pour ça que souvent, il y en a beaucoup qui y vont. Oui. Alors au début, c'était de la terre battue sur les premières années. Alors bon, là, c'était compliqué parce qu'il y avait vraiment du crevard. Et puis, c'est passé au dur. Donc maintenant, tout le monde y va parce que c'est préparatoire, bien évidemment, Indian Wells, Miami. Et puis, vous êtes sur le même continent, pas de décalage horaire. Donc ça y New va. à Dubaï, fond, quoi. quelque part. Et voilà. Donc, on y va. Deuxième thème, bien sûr. Ah oui. Hein. Ils sont là. Ils reviennent. Les deux extraterrestres. Federer et Nadal. Tu veux commencer par qui? Federer ou Nadal? Ce que tu veux. Allez, ce que tu Federer. veux. Enfin, en tout cas, déjà, il y a un... Ce qu'on peut dire, c'est que sur ce genre de joueurs, d'abord, au classement qu'ils ont, l'expérience qu'ils ont, on voit que la gestion du calendrier, c'est pas du tout la même. Enfin, c'est eux et les autres, quoi. Voilà. C'est eux et les autres. C'est-à-dire qu'ils peuvent se permettre de bâtir un calendrier autour des gros événements que sont les Grands Chelems, les Master 1000. Et puis, à certains moments de l'année, comme cette semaine pour les deux, un à Acapulco, l'autre à Dubaï, eh ben, ils vont jouer parce qu'ils ont besoin aussi de renouer avec la compétition. Et puis quelque part, eux, c'est une préparation au gros. C'est une préparation pour le gros qui arrive, qui est Indian Wells. Donc, Enfin, même la série, hein, Indian Wells, Miami. oui, Indian Wells, Miami. Et puis après, on sait que, en tout cas, bon, pour Nadal, c'est le sprint. C'est le sprint. Donc ouais, c'est bien. En tout cas, c'est bien de les revoir cette semaine. Mais partons sur Nadal. On sait, alors, on sait, je ne sais pas si vous le savez, mais Nadal,
est en VIP au Mexique, c'est-à-dire que Chez lui, ouais. il est chez lui. Acapulco, il l'a pas joué souvent, mais les 2 premières fois qu'il les a joués, il les a gagnés quand c'était sur terre battue. Et la fois où il a perdu, c'était quand il est venu la 3e fois en 2017. Il avait perdu en finale contre Sam Querrey, qui était quand même une surprise. Mais bon, il avait perdu. Et là, cette année, il vient d'ouvrir en plus à Cancun au Mexique, de l'autre côté, sur la côte atlantique. Il a ouvert pour la première fois une académie à son nom. Parce que la seule qu'on connaissait, c'était au Baléares. D'accord. Ah, d'accord. D'accord. Et là, il ouvre au Mexique. Donc, en plus, bien évidemment, voilà. C'est Raphaël, il se montre. Qui est Raphaël? Rafa. Sachez que le propriétaire du tournoi d'Acapulco est peut-être une des plus grosses fortunes de l'Amérique du Sud. Donc, il peut se permettre aussi ça pose son homme. Voilà, d'avoir ce genre de joueur dans son tableau. Ça coûte quand même un petit peu d'argent. Même pour un 500, il faut les faire venir, vous inquiétez pas, ça coûte de l'argent. Il faut motiver. Faut motiver. Faut motiver l'athlète. Rafa, pas tableau facile, parce que j'ai regardé, il va s'amuser contre des petits gars, Mischa Zverev, que vous pourrez voir sur Eurosport de toute façon, vous aurez tout le tournoi d'intégralité sur nos antennes, mais il y a Kyrgios potentiellement au 2e tour, si Nick a envie de jouer. Là, tu fais ton journaliste. Là, ça y est, c'est le si. En finale, il joue qui? Logiquement, Zverev. Logiquement, Alexander Zverev. Non, mais normalement, dans l'ordre, c'est Kyrgios, Mischa Zverev. Au premier tour, je ne vois pas trop comment il peut l'embêter. Kyrgios, dans la logique. Wawrinka en quart de finale, qui rejoue bien, je trouve. Ouais, mais pas encore. Ouais. Isner en demi. Il n'aime pas les gros serveurs, mais encore faut-il que John Isner soit en demi. Et Alexander Zverev, potentiellement en finale. Voilà, c'est un tournoi, comme tu dis, préparatoire au grand. Il y vient, il est là pour gagner. Bien évidemment, c'est Rafa. Est-ce que tu sens que c'est un joueur qui a encore le bagage pour jouer comme ça toute l'année au plus haut niveau et gagner ce genre d'étape Je crois qu'il l'a montré en Australie, tout simplement. Il est arrivé en finale facilement. Oui. Après, il a été vraiment dominé facilement par Djokovic. Mais rappelons que avant la tournée australienne, il avait arrêté lui sa saison sur blessure après l'US Open. Ouais. Donc, et il l'a déclaré. Il me manquait un petit peu de fond, un petit peu de. Alors il a un peu même détaillé de jeu de défense, des transitions, un petit peu de rapidité sur le court, et puis surtout, même pour un joueur comme lui, il a dit qu'il lui manquait le vécu des moments de tension pour jouer l'extra-tennis. C'est dingue. Et donc voilà, Nadal. Donc quelque part. Même pour un joueur comme lui, quand il s'éloigne du circuit sur blessure pendant 4-5 mois, le retour, il est on voit peut-être plus facile que pour d'autres, mais lorsqu'il arrive au bout contre les tout meilleurs, il lui manque les 2-3%. Donc oui, je pense qu'il a encore, il a le gaz, c'est sûr. Maintenant, on sait que c'est quand même compliqué avec la façon dont historiquement, je dirais, sa saison est construite, à savoir qu'il a toujours ce sprint incroyable à partir de Monte-Carlo jusqu'à Roland-Garros, où il joue quasiment, pas toutes les semaines, mais il joue beaucoup de tournois. Et avec Monte-Carlo, avec Barcelone, Rome, Madrid, puis Roland-Garros, et souvent il va au bout, quoi. Oui. Les premières années, il gagnait tout, et puis de temps en temps, il perd un match, quoi. Ouais. Voilà, donc c'est vrai que c'est compliqué, ça doit tirer sur son organisme d'une manière violente, et on voit que d'ailleurs, souvent après Wimbledon, parfois après Roland-Garros, parfois après Wimbledon, ça tire dans tous les sens, et puis quand il arrive à l'US Open, souvent il est quand même rétamé, il joue rarement bien à l'automne. Non. Le Masters, il suffit de voir le Masters. Donc oui, mais je pense que ces joueurs-là, que ce soit Federer et Nadal, ou Nadal, jouent parce qu'ils ont cette motivation, ils ont tout, ces gars-là. Ils ont le palmarès, ils ont la reconnaissance, ils ont le compte en banque, ils sont célèbres mondialement, quoi. Ce sont des rockstars dans leur domaine. Donc ils jouent parce qu'ils ont ce feu sacré, ils ont envie, et ils cherchent toujours à s'améliorer. Et ils ont envie de marquer un petit peu plus
l'histoire de leur sport. Tu crois que Djokovic les titille? Mais grave, Ouais. mais grave. Aujourd'hui, Federer a 20 grands chelems, je pense qu'il n'est pas tranquille, le mec. Alors que c'est hallucinant, quoi, le chiffre. 20 grands chelems. 20 grands chelems. Mais il y en a un qui est à 17, Nadal. 17 et l'autre qui est à 16. 15. 15. Bon, ben Bah, donc, bah, c'est tout près. et qui ont surtout 4 ans et 5 ans de moins que Monsieur Federer. Donc il se dit, enfin voilà, il n'y a pas besoin d'être un génie des calculs pour se dire que sur une vingtaine, allez, peut-être pas une quinzaine de grands chelems à jouer pour ces joueurs-là, il faudrait qu'ils en gagnent 3 ou 4. Donc 1 sur 3, 1 sur 4, pour égaliser, voire dépasser. Oui, The Voice. Non, c'était pour dire que oui, le fait que Nadal soit à Acapulco, est-ce que ça vient pas aussi du fait qu'il s'est pris un taquet par Djokovic et qu'il a besoin aussi de jouer sur dur avant de commencer Indian Wells, sachant que lui, Djoko, bah, il zappe toute préparation et il enquillera directement à Indian Wells. Mais, oh, bah, tu reviens, enfin, The Voice, Ouais. excuse-moi, mais tu reviens sur ce que vient de dire Cédric. C'est-à-dire qu'il se sert de ces tournois justement pour se dire qu'au moment où logiquement il doit jouer Djokovic ou Federer ou un gros paquet comme ça à Indian Wells ou Miami, eh ben, il aura suffisamment de fond derrière pour se dire je peux faire cet extra tennis Ouais, qui ouais. pourra me permettre de les battre. Je crois qu'il est. Moi, à titre personnel, ça n'engage que moi, je pense qu'il était surpris d'aller en finale en Australie. Oui. Surtout que les semaines précédentes, Melbourne ont été compliquées, puisqu'il a eu des petites alertes physiques, Oui. où il a été même obligé de se retirer des Au genou. événements. Et un au genou et deux à un ischio-jambier, Ouais. si je ne me trompe pas. Donc aller en finale derrière, il a été un petit peu surpris. Il a vu qu'il était juste par rapport à un Djokovic. Donc je pense qu'il est retourné, s'il n'a pas eu de soucis physiques qu'on ne connaît pas, Apparemment non. il est retourné bosser. Et puis là, oui, il redémarre à Acapulco. Mais enfin, Acapulco, il faut comprendre qu'Acapulco, dans son programme, c'est quelque chose qui est fait depuis au moins 6 mois, si ce n'est 8 mois. Parce que voilà, c'est des choses qui sont en avance avec les agents, avec, comme tu disais tout à l'heure, les garanties, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Nadal a besoin de match, on le sait, hein, il a toujours eu besoin de match. J'ai l'impression que Federer maintenant, comme tu l'as dit, 37 ans, lui aussi a décidé de faire plus de matchs. Il avait trouvé que l'an dernier, justement, il n'avait pas assez joué. Et là, eh ben, il a décidé de rajouter, je vais pas Dubaï, hein, Dubaï c'est normal, mais on a appris voilà, qu'il jouerait non pas à Monte-Carlo sur terre battue, mais qu'il jouerait à Madrid. Ouais. Alors moi je te pose une question tout de suite. Bon, Dubaï, il l'a gagné tellement de fois qu'il est chez lui. En plus, on a l'impression que le cours est fait pour lui, très rapide. Et là, il a joué contre Kohlschreiber au premier tour. On va vous montrer bien sûr les images. Tournoi que vous pouvez suivre où ça sur Eurosport. Contre Kohlschreiber, avec toujours cette volonté dans le vent, hein, ça a été compliqué, de prendre la balle le plus tôt possible, d'avancer, d'enlever du temps à son adversaire pour s'organiser. Il a réussi à gagner, mais en 3-7. Mais on l'a trouvé quand même, il est là quoi, il est fit, il est prêt quoi. Oui, il est fit, il avait l'air de bouger plutôt bien. Ouais, Les conditions étaient vraiment, vraiment particulières, mais même pour des Federer, des Nadal, ce genre de joueurs, quand ils reviennent à la compétition après 2-3 semaines de break, les premiers tours, on voit qu'ils sont toujours un petit peu délicats. Ils arrivent toujours à s'en sortir, enfin la majorité du temps, En général, oui. à s'en sortir. Mais- On voit qu'il peut y avoir des scores un petit peu compliqués, mais ils ont cette habilité à mieux gérer les moments chauds que la plupart des joueurs. Donc c'est pour ça qu'ils sont devant. Et puis un match, deux matchs, ils reprennent le rythme. Et comme physiquement, bah, ils sont en général bien prêts, hop, ils vont jusqu'au bout du tournoi et ça lance un peu leur série. Maintenant, les conditions de jeu à Dubaï, c'est rare de jouer avec autant de vent et, Oui. et c'est vrai que ça, même parfois, ça dérègle. Ça fait l'effet inverse. On rappelle bien évidemment hein, que c'est toujours la même histoire, le 100e à Dubaï, est-ce qu'il va faire le 100e titre à Dubaï? Alors oui, parce que tu te dis que dans l'absolu c'est quand même dingue. Dans sa partie de tableau, tu as Kachanov et Raonic qui se sont fait sortir d'entrée. C'est Ouais. quand même les deux qui Ah faisaient ouais, un peu peur. ouais, mais le vent. Le vent. Et derrière, donc il a battu Kohlschreiber. Il va jouer Verdasco au prochain tour. Dans l'absolu, un petit Bautista Agut. Ouais. Là, on parle de Ouais. demi-finale. Hein. Qui est tenant du titre. Voilà. Qui est tenant du titre, Ouais, Bautista, qui avait ouais. battu Lucas Pouille en Ouais. finale l'an dernier. Et puis en finale, alors là, c'est ouvert. Hein. Nishikori, Tsitsipas, pourquoi pas mon fils hein. Cilic, il joue Cilic, quand même, c'est chaud. Hein. Oui, bah, Premier tour. il l'a déjà battu. Hein.
Il avait battu même sur terre battue à Rio. Alors imagine, c'est pour te dire. Mais pourquoi pas? Mais toujours est-il que voilà, on a encore une fois un Federer qui nous surprend parce que qui a encore envie. Il l'a dit, hein, je vais jouer Madrid. Est-ce que toi, tu as été surpris juste par cette décision de jouer non pas Rome, mais plutôt Madrid? Non, parce que alors Rome, ça peut lui convenir énormément, sauf que parfois il fait pas bon et la terre battue, ça devient très très lourd. Madrid, c'est de l'altitude. Ça joue vraiment ce 600 mètres Ah, d'altitude? ouais, Ah ouais, ça, d'accord. ça accélère un petit peu le D'accord. jeu, ça va lui faire du bien et je pense que lui, il est dans une optique de préparation de Roland-Garros en se disant, je vais pas non plus, il faut pas que j'entame mes réserves, quoi. Ok. Donc les matchs, même si c'est un match dur, vu les conditions, ça sera pas non plus hyper dur, quoi. Ouais, puis en plus, voilà, Madrid, très bon coup de Yon Thiriac, hein, de l'avoir fait venir. Ça, faut dire que là aussi, hein, on parlait de fortune personnelle, Yon, il peut faire du bien. Le vieux renard. Le vieux renard de Yon. Mais toujours est-il que il l'a déjà gagné. Souvenez-vous, en plus, il l'avait gagné. Il l'avait gagné en indoor quand ça jouait au mois d'octobre, il y a très longtemps. Mais il avait gagné la première fois sur terre en 2009 contre Nadal. Contre Nadal en finale. Donc c'est le genre de tournoi aussi où il y a des bons souvenirs. Donc, Il a des bons souvenirs. un peu partout. Un peu, oui, voilà. C'est vrai qu'il a des bons souvenirs partout. Je ne vois pas où est-ce qu'il a des mauvais souvenirs, ce gars-là. Mais enfin bon, toujours est-il qu'on voulait vous parler de ces deux joueurs parce qu'ils reviennent et que vous allez pouvoir les suivre. Puisque je vous rappelle le programme hein, sur Eurosport, ça ne s'arrête pas jour et nuit. Viens voir un peu par là, Voilà, mon je me Cédric. décale, voilà. On rappelle que Dubaï, tous les jours à partir de 11h. Et puis si jamais vous n'arrivez pas à dormir, que vous voulez encore du tennis, là, vous continuez avec le tournoi d'Acapulco à partir de 23h. Et puis dès le 6 mars. Donc on avait déjà commencé à vivre des grands moments à l'Open d'Australie avec le premier tournoi Grand Chelem. Là, c'est le premier Masters 1000 et Indian Wells, tout comme Miami qui va suivre derrière. Et que vous pourrez voir sur Eurosport. De toute façon, vous avez tous les tournois cette année. Mais on a envie de savoir un petit peu ce qui va se passer, quoi. Est-ce que les jeunes sont là? Ouais, puis ça donne vraiment une bonne indication. Déjà, on arrive plus ou moins au quart d'année, quoi, un premier trimestre qui sera fini avec un grand chelem joué, les deux premiers Master 1000 qui sont joués. Donc, on voit tout ça sur dur. Voilà, on suit la race et on voit déjà, ça donne des tendances parce que ceux qui ont réussi à prendre de l'avance, là, je te parle pas des gros que sont Djoko, Nadal, bon, malheureusement, Murray, là, pour l'instant, je pense qu'il est out. Non, j'ai envie de voir Del Potro, tu vois, même s'il a Del encore Potro, un peu mal au genou. Voilà, qui revient, mais il y aura une tendance parce que quand on a déjà pris 1000-1500 points au premier trimestre, eh ben, on a fait quand même une grosse partie du boulot et on devrait retrouver ces jours-là. Ils sont dans la course pour le Masters, bien entendu, quoi. Donc, dans la course, vous y êtes aussi. On vous rappelle, Dubaï, Acapulco, jour et nuit, du tennis non-stop, le plaisir collé. Ça va? Ça s'est bien passé? J'ai adoré. C'est vrai? Ah ouais. Tu reviendras? J'ai adoré. Mais il n'y aura pas de présentation de toi les prochaines fois? Non. Ça c'est fait? Non, c'est fait. Bon. C'est fait. Ok. Bon, là. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine. Bah oui, c'est obligatoire, même jour, même heure. Et puis on aura plein de choses à dire, puisque encore une fois, là, on est sur des gros tournois préparatifs, comme tu l'as dit, au Masters 1000. Donc ça va jouer au tennis. Ça c'est sûr et certain. Allez, ciao. Ciao.